Je voudrais vraiment remercier les organisateurs du colloque, Alain Jacques, l'Académie des sciences, et je suis très ému d'avoir Jacques Blamont comme chairman, puisque j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur et puis de lui succéder à ce qui s'appelait à l'époque un DESS, diplôme d'études supérieures, qui permettait de s'intéresser aux techniques du spatial. Et c'est lui qui m'a initié à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je suis aussi, depuis maintenant 16 ans, président d'un dispositif qui s'appelle Science à l'école. Et ce dispositif, j'en décrirai quelques-uns des actes, concerne 30 000 jeunes, lycéens et collégiens chaque année. Ces jeunes sont associés à 6 types d'expériences pour lesquelles de l'équipement leur a été proposé, leur a été fourni sur la présentation d'un projet scientifique avec leurs professeurs, leur équipe pédagogique. Et de ces 6 projets, il y en a un qui concerne évidemment Astro à l'école, c'est ce que je me concentrerai dans ce que je vais vous dire, sur fourniture donc d'une soixantaine de télescopes. Il y en a pratiquement 2 ou 3 dans chaque académie, qui permet aux jeunes de faire des observations par eux-mêmes avec leurs professeurs toutes les nuits éventuellement, et de, grâce à Internet, comparer ce qui se fait dans son établissement avec un autre établissement. Nous verrons que cela a amené des publications scientifiques et j'en donnerai la liste à M. Houllier pour qu'il puisse compléter effectivement son diagramme. Nous avons une action qui s'appelle Cosmo à l'école, qui a été montée avec l'IN2P3 et avec surtout le CERN, qui fait qu'on a un détecteur de gerbes cosmiques et qui permet là aussi, par comparaison, de déterminer la région du ciel d'où est venue la gerbe cosmique, et ça peut avoir des applications pour les ondes gravitationnelles et la détection des ondes gravitationnelles. Nous avons Météo à l'école, avec Météo France, et là aussi nous avons des stages réguliers qui se font à l'École nationale de la météorologie, et nous avons des actions de suivi non pas seulement de tempêtes, mais même de phénomènes atmosphériques. Je suis incompétent, bien sûr, en physique de l'atmosphère, mais nous avons ces jeunes qui vont vous dire, voilà, il y a eu un effet de fun qui s'est produit dans la vallée de l'Alsace, au-dessus du ballon de Guebwiller. Nous avons une action de séquençage de l'ADN. Cette action se concentre sur le peuplier noir et nous avons 7000 séquençages qui ont été faits avec la Génopole d'Evry. Nous fournissons aux établissements un dispositif qui permet d'amplifier l'ADN lorsque le professeur et ses élèves vont collecter des petits éléments, des feuilles, des fragments de branches du peuplier noir. Et ces 7000 séquençages ont permis des publications de tout premier rang aussi, avec la reconstitution d'histoires. On a trouvé des fragments qui dataient de bateaux venant du sud de la France et amenés en Bretagne, par exemple. Donc ça motive là aussi les jeunes dans la reconstitution de notre passé historique. Et enfin, nous avons avec le sismologie, Sismo à l'école. Et ça, je n'avais pas prévu de vous en parler, mais vu ce qui s'est passé avant-hier soir sur la sonde martienne et InSight et sur le Sismo, je puis vous dire que 36 de nos établissements sont équipés de sismographes, et ces sismos ont fait qu'ils ont été retenus pour avoir accès aux données martiennes à partir de l'arrivée des données du Sismo développé par Philippe Lognonnet. Donc dès janvier prochain, nous aurons là aussi plusieurs milliers de jeunes qui auront accès à ces données de l'intérieur martien. Donc c'est une action effectivement qui plaît beaucoup aux jeunes. Elle a dépassé les cadres de la France. Nous avons maintenant un dispositif européen dans lequel l'Italie, la Pologne participent à ces différentes actions. Alors, comme je suis astronome, je vais me concentrer
un peu sur ce qui se passe avec Astro à l'école, et en particulier sur la fameuse Nuit des étoiles. Cette Nuit des étoiles est un élément extrêmement populaire. Cette Nuit des étoiles, où on reçoit, venant des Perséides, un certain nombre de traces d'étoiles filantes. Et qu'est-ce que c'est qu'une étoile filante? Alors, une étoile filante, eh bien, c'est une traînée lumineuse laissée par le passage d'un corps extraterrestre dans l'atmosphère. Alors, si c'est un petit fragment, vous pouvez avoir vaporisation, vous pouvez avoir aussi le dépôt d'une micrométéorite. Je vais revenir sur ce point. Si c'est un gros fragment, eh bien, vous allez avoir une météorite. J'ai amené quelques éléments que je vais faire passer parmi vous de météorites, de différentes météorites aussi, qui ont été certaines trouvées au Chili, d'autres des micrométéorites que nous avons collectées, je vous dirai comment on peut le faire, et des mesures qui ont été faites avec différents établissements scolaires aussi, s'intéressant à donc, la composition de ces objets. Alors, ce qui a motivé... Je fais passer directement la météorite. Ce qui a motivé effectivement cette action sur ce que sont les étoiles filantes et la récupération de ces météorites ou micrométéorites, c'est qu'au cours du XXe siècle, seulement 3 météorites ont été retrouvées en France, alors que le siècle précédent, il y en avait plusieurs centaines qui avaient été retrouvées. Alors c'est lié à la pollution lumineuse, c'est lié à un certain nombre d'effets de notre civilisation. Il n'y avait pas de lumière au XVIIIe siècle telle que nous les avons dans nos communes, dans nos villes. Et donc, on repérait plus facilement l'endroit où pouvait se poser une météorite. Et donc, dans la fourniture de ces télescopes aux établissements, eh bien, il y a des prises d'images qui sont faites simultanément sous différents angles par les professeurs et leurs jeunes. Et le Bureau des longitudes nous aide à reconstituer la trajectoire de ces objets et déterminer, parce que quand vous voyez une traînée d'étoiles filantes, vous avez l'impression que la météorite, la micrométéorite est tombée dans votre jardin et que vous allez la récupérer tout de suite. En fait, elle peut être à des dizaines de kilomètres. Et il faut vraiment avoir différents angles pour pouvoir reconstituer la trajectoire effective de la météorite. Alors, ces météorites sont donc des fragments d'astéroïdes et, en général, c'est le passage de la Terre dans son orbite autour du Soleil qui fait qu'on touche un reste de comète, une ancienne queue de comète, et que l'on peut avoir ainsi l'apparition de ces étoiles filantes. Alors, nous avons donc d'un côté une poussière cométaire, de l'autre des fragments d'astéroïdes possibles, tels que ceux que vous voyez dans vos mains maintenant. Alors, au mois d'août, eh bien, la Terre rencontre la fin de la comète Swift-Tuttle et donne naissance à cet essaim d'étoiles, cet essaim dit des Perséides. Mais dans quelques jours, nous avons un autre essaim que nous allons voir vraisemblablement aussi avec ces différents télescopes. Et donc, ces intersections font que on a l'impression que les étoiles filantes viennent d'un même point de l'espace, du ciel. En fait, c'est un effet d'optique lié à la trajectoire de la Terre et l'intersection avec la comète. Alors, cette analyse nous a conduit à proposer à un certain nombre d'établissements de faire de la collecte de micrométéorites. Alors, c'est quelque chose qui est en fait extrêmement facile à faire, qui est très peu onéreux et qui peut vous donner assez rapidement la découverte de tout petits nodules d'une fraction de millimètre de diamètre que vous récupérez avec des aimants extrêmement puissants. Alors effectivement, vous faites une sélection, vous n'allez récupérer
que les micrométéorites ferromagnétiques, mais malgré tout, vous mettez ces aimants qui font quand même 1,5 Tesla, je vais les faire passer. Ne les mettez pas à côté de votre carte de crédit, hein, parce que vous auriez un petit souci après au distributeur. Eh bien, ces aimants, quand vous les mettez dans une bouteille, vous faites passer de l'eau de pluie à l'intérieur, à travers la bouteille, eh bien, les parties ferromagnétiques sont capturées par l'aimant. Vous prenez une série de binoculaires, un petit microscope, et vous voyez que vous avez des tout petits nodules sphériques. Pour vous donner un ordre de grandeur, je suis allé avec mes petits-enfants sur une des plages d'Ouessant avec une bouteille, et en une demi-heure, nous avons trouvé 3 micrométéorites. Une bouteille en plastique qu'on a traînée, on avait un râteau, on a ratissé le sable, et vous n'imaginez pas le bonheur de ces jeunes quand ils vont dire à leurs professeurs, quand ils vont dire à leurs parents « j'ai de la matière extraterrestre ». Donc c'est quelque chose, je crois, qui correspond exactement au thème de cette journée, une science participative, où nous avons ces milliers de jeunes qui peuvent faire ces expériences. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter ces aimants, on les trouve là, rue de Rivoli, mais vous pouvez également utiliser les aimants des vieux ordinateurs et des lecteurs de disques où vous avez une partie magnétique extrêmement puissante. Enfin, je fais circuler ces aimants, vous verrez qu'ils sont assez puissants. Donc, nous avons évidemment d'autres observations maintenant qui sont en cours. Ce sont des observations qui sont là aussi disponibles pour l'ensemble de la communauté sur Jupiter avec Juno, avec JUICE qui va bientôt être lancé. Nous avons vraiment une chance que le CNES, l'Agence spatiale européenne et la NASA ont développé l'accès aux données pratiquement en temps réel. Alors je vais vous montrer, c'est une des autres que je voudrais avoir. Là j'ai besoin d'aide puisque mes compétences en informatique sont négatives. Est-ce que je peux sortir? Et je voudrais... Alors si vous comparez avec l'image que vous avez derrière sur l'écran et ce que nous avons ici, eh bien c'est une image qui vient du noyau de la comète Churyumov-Gerasimenko, autour de laquelle nous avons eu la chance d'avoir une sonde européenne qui a passé plusieurs années et qui est allée tout près de la surface de cet objet, dans lequel nous avons pu découvrir effectivement des couches successives, et ces couches se vaporisent, se subliment lorsque le noyau de la comète s'approche du Soleil, et d'un passage à l'autre, on peut donc voir si la composition chimique eau lourde que l'on a dans la partie de la vapeur d'eau qui se sublime, si on a le même rapport, c'est-à-dire si la condensation qui a donné naissance au noyau de la comète s'est faite à une température donnée ou à une température différente. On peut donc là aussi reconstituer... Je m'excuse. On peut reconstituer l'histoire de la formation du noyau de la comète, mais bien sûr d'une partie de la formation de notre système solaire. Alors, personnellement, je trouve cette image absolument extraordinaire. On se croirait dans le massif du Mont-Blanc, hein, avec des glaciers, et c'est un noyau cométaire. Ce noyau de comète était à 500 millions de kilomètres de la Terre, une dimension de 6 sur 8 kilomètres. Et donc, ça aussi, ces données sont accessibles directement aux jeunes dans leur établissement. Nous avons aussi eu, l'année dernière, un objet très très particulier qui s'est présenté à la vision des astronomes
Et là, il fallait des télescopes d'un peu plus grande dimension que ceux que nous avons fournis dans les collèges et lycées. Mais nous avons un télescope à l'Observatoire de Haute-Provence qui est accessible à l'ensemble de la communauté scolaire, éducative. Et donc, les jeunes ont pu observer cet objet qui s'appelle Oumuamua. Et cet objet est d'origine extrasolaire, extra-système solaire. C'est donc la première fois que l'on a pu avoir l'image d'un objet qui ressemble à une météorite et qui était d'origine hors du système solaire. Alors, l'analyse des gaz qui ont été légèrement, qui se sont échappés lors du passage de cet objet a montré que la composition était différente de celle que nous connaissons habituellement pour nos astéroïdes, nos météorites. Mais il y a une semaine, une équipe dirigée par le directeur de l'astronomie à Harvard a émis l'idée que cet objet était en fait un objet envoyé par des civilisations extraterrestres. Donc, je serai extrêmement prudent sur l'analyse qu'il faut faire. C'est quand même le responsable de l'astronomie du département de Harvard. Donc, ce n'est pas n'importe qui a publié, qui a pris c'est M. Loeb, L-O-E-B, qui a pris la décision, encore 2 minutes, la décision de pouvoir faire effectivement cette analyse. Personnellement, je n'y crois pas, mais je ne suis pas à Harvard. Donc voilà à quoi ressemble cet objet, vraiment. Et alors lui s'est basé pour son affirmation sur le fait que la trajectoire était difficile à comprendre s'il n'y avait pas eu un dégazage guidé par une fusée. Alors bon, là aussi, ça réveille des idées un petit peu auxquelles je n'adhère pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors j'ai également dans la présentation une image que j'aime beaucoup, qui est le résultat de toutes les années d'observation que nous avons eues, plus de 10 ans d'observation, sur Titan. Et ces observations ont été faites par un radar. J'ai eu la chance d'être dans cette équipe radar. Et en mettant bout à bout toutes les orbites qui ont été obtenues, vous voyez, on avait une toute petite quantité de la surface qui était observée à chaque passage. Eh bien, en les mettant toutes ensemble, on a découvert un ensemble de lacs et de mers remplis de méthane et d'éthane liquide. C'est donc la seule autre planète que la Terre sur laquelle nous avons un liquide à la surface. Et ces observations ont même amené à la découverte de ce qu'on a appelé une île mystérieuse, c'est-à-dire une île qui a disparu au bout de quelques mois, et nous n'avons pas encore la réponse à ce que c'était que cette île. On pense que c'était des bulles de méthane qui se sont échappées de la sous-surface de cet océan et qui a donné naissance à une sorte d'émulsion comme on le voit dans le Pacifique. Donc c'est quelque chose sur lequel nous avons encore des interrogations, mais c'est quand même, comme vous le savez, Titan est couvert d'une atmosphère extrêmement dense, 1,5 bar, et donc Titan ne peut pas être observé directement depuis le sol ou par des sondes visibles. C'est un radar, c'est la radioastronomie qui permet ce type d'observation. Je terminerai en disant que sous cette couche de Titan, il a été découvert de l'eau liquide. Et cette eau liquide, dans le cas des lunes à côté de Titan, Encélade, cette eau liquide s'échappe par certaines fractures de la couche de glace qui recouvre la planète. Et donc, nous nous posons la question, et les biologistes se posent la question, de savoir si des formes de vie n'auraient pas pu prendre naissance
même aux températures où nous sommes à moins 180 degrés Celsius, eh bien, s'il y a suffisamment de chaleur interne, est-ce qu'il n'y aura pas eu la possibilité de voir ce que nous avons dans le Pacifique Sud, où, au voisinage de ces sources chaudes, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de soleil, il n'y a que de l'eau soufrée, eh bien, il y a des formes de végétation, des formes de vie qui ont pris naissance. Donc, réponse dans 40 ans, je ne serai plus là, mais nos petits-enfants devraient avoir la réponse. Je vous remercie de votre attention.